je dois dire que je suis particulièrement heureuse ce soir de présenter Carole Talon-Hugon. Et c'est pas juste des 20 mots comme ça. Donc je suis économiste, comme l'a dit Anita, je travaille sur le marché de l'art. Et pour un économiste, la philosophie et l'esthétique, c'est un domaine assez lointain, que j'ai découvert à travers les travaux de Carole Talon-Hugon, qui est tout à fait clair dans ses travaux. Je l'ai entendu plusieurs fois et c'est vraiment avec plaisir que je l'entends à nouveau ce soir. Donc Carole Talon-Hugon est professeure de philosophie et d'esthétique à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Elle est aussi professeure IUF. Alors, je ne vais pas vous faire ici un état des lieux de toutes les publications qu'elle a eues parce qu'elles sont vraiment trop nombreuses. Et notamment, Carole a publié de très, très, très nombreux ouvrages. Mais je vous en donnerai quelques-uns qui sont parmi les... Ah non, j'en reprends un qui est ancien parce que j'avais parti... C'est comme ça que notamment que j'avais découvert tes travaux. En 2003, tu avais écrit un ouvrage sur le goût et le dégoût, l'art peut-il tout montrer, qui est un ouvrage très intéressant, je vous recommande. Et plus récemment, donc en 2014, l'art victime de l'esthétique. Et puis, il y a toute une histoire de la philosophie des arts en 3 tomes. Ceux-là, je ne les ai pas encore lus. 5 tomes. Ah ben voilà. Heureusement que j'ai dit que je les ai pas encore lus parce que j'étais prête à annoncer 3 tomes. Il y en a 5. Donc, en 5 tomes, je m'étais arrêtée à 2016. Donc, il y a des tomes plus récents. Et ton dernier ouvrage, c'est le dernier conflit des héritages chez Actes Sud. C'est ce que j'ai vu. C'est une réédition. Donc voilà. Mais en tous les cas, c'est un délice de lire ce que Carole écrit pour un économiste. Donc je ne doute pas que pour vous aussi, enfin je ne doute pas, qui êtes peut-être plus ouvert à la philosophie que je le suis initialement. Et donc Carole ce soir va nous parler de art et éthique. Et ben je lui laisse la parole pour qu'elle. Il y a un sous-titre justement à sa communication que tu vas peut-être expliciter. Bien sûr. Merci beaucoup et merci de cette invitation dans un lieu magnifique que je découvre à cette occasion et sur un sujet qui m'intéresse effectivement beaucoup. C'est bon pour le son? Je parle comme il faut. Alors effectivement, je commencerai par un mot sur l'actualité, puisque l'actualité récente nous invite à nous interroger sur le rapport de l'art et de l'éthique. Vous savez que dans le sillage de l'affaire Weinstein, l'acteur Kevin Spacey, accusé d'agression sexuelle, a été remplacé par un autre acteur, Christopher Plummer, dans Tout l'argent du monde, et qu'il a été également éjecté de la série House of Cards. Vous savez sans doute qu'une journaliste du Hollywood Reporter invite à boycotter les films de Woody Allen, dans un article qui s'intitule « Pourquoi je n'irai plus jamais voir un film de Woody Allen ?» Les choses sont claires. Vous savez qu'une pétition lancée sous le hashtag MeToo demande que le Metropolitan Museum de New York ôte de ses cimaises la toile de Balthus intitulée Thérèse rêvant, encore un autre exemple, parce qu'elle est jugée pédophile. Et dans tous ces exemples, on voit que c'est tantôt le contenu de l'œuvre qui est accusé, la représentation érotisée d'une petite fille, dans le cas du tableau de Balthus, ou bien l'auteur de l'œuvre, dans le cas de Woody Allen, ou bien un interprète de l'œuvre, Kevin Spacey, qui sont condamnés au nom de la morale et non seulement condamnés, mais plus gravement censurés. Ce n'est pas la même chose de juger et de censurer. Alors il va de soi qu'au temps où l'art était, si je puis dire, sous l'autorité de l'éthique, c'est-à-dire finalement jusqu'au début de l'art moderne, ne perdons pas de vue quand même que cette période a duré extrêmement longtemps, la condamnation et la censure de l'art, pour des raisons morales, allaient de soi. Rappelez-vous Platon qui voulait chasser de la cité idéale de la République les poètes qui racontent des histoires aux effets délétères, aux effets négatifs sur les individus, qui développent leurs mauvaises passions, leurs mauvais instincts, au lieu de cultiver leur raison. Et je cite un passage concernant plus largement les artistes, puisque Platon demande aux gardiens de la cité idéale d'exercer leur contrôle, je cite, sur les artisans de toute catégorie
et leur interdire d'apposer la marque de la bassesse, de la licence, de la médiocrité et de l'inconvenance sur leurs peintures, leurs sculptures, leurs constructions ou tout autre ouvrage de leurs mains. Les choses sont claires. Même chose chez Aristote, dans la Politique d'Aristote, on trouve cette formule: le gouvernement devrait se faire un devoir d'interdire toute peinture ou sculpture qui représente quelque acte indécent que ce soit. Fin de citation. Et si on saute par-dessus plusieurs siècles et que l'on en vient à la deuxième moitié du XVIIIe, on trouve encore des choses, par exemple sous la plume de Diderot, dans les salons de Diderot. Par exemple, dans son salon de 67, j'ai relevé cette formule: tout ce qui prêche aux hommes la dépravation est fait pour être détruit. Et d'autant plus sûrement que l'ouvrage sera plus parfait. Quelle compensation y a-t-il entre un tableau, une statue si parfaite qu'on la suppose, et l'innocence d'un cœur? Donc, à la fin du XVIIIe siècle, l'affirmation demeure. Mais depuis le XIXe siècle, c'est là le moment de bascule, la donne a changé et ce qu'on pourrait appeler l'autonomie ontologique de l'art, l'idée que l'art est un domaine ontologique propre, qui est une conquête de l'art moderne, eh bien, a signifié qu'il n'entendait être soumis désormais qu'à ses propres lois. Il n'est plus une province, un féodé, mais il est un empire dans lequel n'est reconnue que sa propre autorité. Ça veut dire qu'il ne peut pas être jugé au nom de valeurs hétéronomes, et notamment à des valeurs éthiques. Donc à toutes les injonctions et les critiques éthiques. Alors les injonctions éthiques, c'est travailler pour le bien moral, et les critiques éthiques, c'est la critique au nom justement de la transgression morale. Eh bien, à toutes ces injonctions et ces critiques éthiques, il oppose la liberté de la création. Et là, j'ai prononcé la formule, puisque c'est bien sur cette liberté de la création, bien plus que sur la liberté d'expression, je pourrais revenir éventuellement, que repose l'extraterritorialité de l'art et, au-delà, son impunité éthique. Si vous lisez l'article 35 de la Constitution française de 1958, eh bien, vous verrez cette formule: la libre circulation des opinions et des pensées est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. C'est bien connu, c'est la liberté d'expression, la liberté donc d'exprimer des idées au sens d'opinion, de position, de point de vue, de croyance. Or, d'une part, l'œuvre d'art est bien sûr parfois l'expression d'opinion, par exemple dans un roman à thème, dans un pamphlet, dans une œuvre manifeste, mais elle ne l'est pas toujours. Et quand bien même on s'en tiendrait à cette partie relativement étroite, eh bien le droit à la liberté d'expression ne suffirait pas pour ces œuvres, ne suffirait pour ces œuvres que dans la limite qu'indique la suite de l'article que j'ai cité, de cet article 35. Voici la suite: sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Fin de citation. Donc vous voyez, cette précision décisive fait que l'invocation de la liberté d'expression ne suffit pas à elle seule à garantir à l'art une absolue liberté et à le défendre de toutes les attaques, notamment morales, puisqu'il faut un autre élément, en plus de la liberté d'expression, qui en quelque sorte isole les œuvres, et notamment les œuvres littéraires, à l'intérieur d'un ensemble spécifique, et qui en fait une totalité à part à l'intérieur de tous les artefacts humains. Et cet autre élément, eh bien, c'est précisément l'idée de liberté de la création. Donc liberté d'expression, mais aussi liberté de création. Et c'est la solidarité des deux qui fait ce que j'appelle l'extraterritorialité de l'art. L'art n'entre pas dans le régime commun de la critique.
Aussi, il n'est pas surprenant que face aux attaques suscitées par les œuvres transgressives, ce soit la liberté de la création et les droits imprescriptibles de l'art qu'invoquent les défenseurs de ces œuvres. Alors, je vous donne quelques exemples aussi récents. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Orelsan, hein, le chanteur. 5 associations féministes avaient attaqué en justice le rappeur pour les textes de ses chansons, qui présentent les femmes comme des êtres méprisables qu'on peut diffamer, injurier, brutaliser, violer, etc. Alors, il avait été condamné en 2013 par la Cour d'appel de Paris pour, je cite, le motif de la condamnation, injure et provocation à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur sexe. Et puis, il avait été relaxé en appel au motif que, et c'est là que je voulais en venir, je lis, le domaine de la création artistique, parce qu'il est le fruit de l'imaginaire du créateur, est soumis à un régime de liberté renforcée. De liberté renforcée. Fin de citation. Alors, les affaires très récentes, je veux dire celles qui se sont produites depuis l'automne, donc vraiment très récentes, parce que l'histoire d'Orelsan, c'est plus ancien, bien sûr. Donc, les affaires très récentes montrent une évolution qui me paraît extrêmement notable. C'est-à-dire que dans le conflit des registres de valeurs artistiques, registre de valeurs éthiques, eh bien, le registre des valeurs éthiques l'emporte sur le registre des valeurs artistiques. Et si on peut se réjouir de la fin d'une forme d'impunité de l'art qui avait finalement autorisé toutes les transgressions, eh bien, il faut néanmoins prendre la mesure de ce que les affaires que j'ai signalées pour commencer impliquent. En effet, il faut prendre conscience du fait que si on retire Thérèse Révent de Balthus, il faudra au nom du même motif retirer beaucoup d'autres choses. Et on pourra aussi, toujours selon la même logique, être appelé à revenir sur la relaxe du commissaire de l'exposition Présumé innocent, l'art contemporain et l'enfance, qui avait eu lieu au CAPC de Bordeaux, et qui avait été, son commissaire avait été attaqué en justice par une association de protection de l'enfance au motif, là encore, je cite, d'avoir permis la diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, accessibles, les œuvres étant accessibles à un mineur. Bien, toutes les œuvres qui confèrent aux femmes une identité sexuelle dégradante, qui participent finalement à une sorte d'idéologie régulatrice sordide, effrayante, devront aussi être condamnées. C'est par exemple le cas, je les ai vues récemment, donc, des peintures de Léon Golub qui sont exposées à la Fondation Prada de Milan, qui réduisent les femmes, enfin qui représentent des femmes réduites au statut d'objet sexuel. Alors évidemment, la littérature n'est pas en reste. Que faire de l'œuvre de Sade, de Rose Bonbon, de Nicolas John Scorlin, etc. Bref, s'il faut boycotter les films de Woody Allen, il va peut-être aussi falloir demander la fermeture de l'exposition Gauguin au Grand Palais, au motif que, après tout, il a abandonné femme et 5 enfants, sa femme et ses 5 enfants, et qu'il a séduit 2 fillettes de 13 ans pendant son séjour à Tahiti et aux îles Marquises. Tout ceci est incontestable. Bref, il y a tout ça, et puis aussi il y a le fait que par la brèche ouverte par cette critique féministe au départ, peuvent s'introduire d'autres condamnations liées à d'autres formes d'offense, d'autres types d'offenses, c'est-à-dire non plus celles faites aux femmes, mais celles faites à un peuple, à une communauté, aux membres d'une religion, et au-delà de ceux qui nuisent à l'homme en tant qu'homme, ceux qui violent les droits les plus sacrés de l'humanité, ceux qui touchent aussi aux animaux. Alors les cas problématiques sont extrêmement nombreux. Parmi eux, je citerai de très connus, le Pis Christ de Serrano, vous savez, le crucifix plongé dans un bocal rempli d'urine, c'est en 1987,
ou bien encore Plateforme de Houellebecq, en 2001, qui avait été accusé d'insulte à la religion musulmane, ou bien Lego Concentration Camp de Libera, qui représente, vous le savez, un camp de concentration en Lego, hein, donc qui fait de cette affaire une sorte de jeu d'enfant. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Pour en prendre un dans le domaine de la cause animale, je citerai le Théâtre du Monde de Huang Yongping, exposé à Beaubourg en 1994. C'était un grand vivarium à l'intérieur duquel étaient rassemblés des animaux, essentiellement des insectes, vivants, qui s'entre-dévoraient sous vos yeux. Ça s'appelait le Théâtre du Monde. Et cette œuvre avait été dénoncée par des associations de défense des animaux qui dénonçaient la maltraitance animale. Bref, vous le voyez, l'éthiquement condamnable peut prendre des formes extrêmement multiples et provenir d'horizons idéologiques très différents. Ça veut dire quand même que les critiques féministes desquelles je suis partie, parce que c'était les plus récentes, produisent nécessairement des effets, enfin peuvent produire nécessairement des effets au-delà de leur cause propre, hein, puisque finalement, en s'attaquant à la souveraineté de l'art, elles favorisent de façon indirecte mais nécessaire d'autres combats dont on devine qu'ils pourraient être innombrables. Bien. Vous voyez comment cette question, l'art peut-il être jugé sur des critères moraux, hein, qui est une question extrêmement classique, classique au point que la modernité l'a trouvée parfaitement déplacée, hein, c'est une question qu'on ne pouvait pas, qui était réputée stupide il y a quelques décennies. Eh bien, cette question classique a retrouvé une sorte d'actualité aussi brûlante qu'inattendue, finalement, avec l'affaire Weinstein. Voilà. Alors, ce que je voudrais faire ici, c'est prendre le recul de la réflexion et envisager les choses dans une perspective qui est à la fois historique et conceptuelle. Je vais essayer de mêler les deux, de manière à considérer, comment dire, je vais prendre dans le spectre des positions possibles sur la question des liens de l'art et de l'éthique, il y a deux auteurs qui occupent des positions extrêmes et antagonistes. Alors, j'aurais pu en prendre d'autres, mais je trouve que ceux-là sont quand même très, très clairement identifiables. C'est d'un côté Léon Tolstoï et de l'autre côté Oscar Wilde. Alors, je vais effectivement analyser ce qu'on pourrait appeler le moralisme de Tolstoï, hein, le moralisme du premier, et puis ce qu'on pourrait appeler l'éthicisme ou l'autonomisme du second. Hein, et le point auquel je voudrais arriver, enfin ma conclusion, ma thèse, ce sera que le mot qui convient pour penser le lien de l'art et de l'éthique n'est pas le mot de coïncidence, ça c'est ce que pense Tolstoï d'une certaine façon, ni celui d'incompatibilité, ça ce sera la position de Wilde, mais celui de rencontre. Voilà ce que je voudrais montrer, je vous ai annoncé la couleur. Bien, alors je commence par l'une de ces positions théoriques. Ces deux auteurs, vous m'avez compris, représentent des sortes d'idéal types. Hein, c'est en tant que tel que je les considère ici. Alors, le moralisme de Tolstoï. De quoi s'agit-il ? Il faut se reporter ici à un texte de 1892 de Tolstoï intitulé « Qu'est-ce que l'art ?» Ce texte que vous trouvez très facilement, il a été réédité, il est très facilement accessible, défend une forme particulièrement intransigeante, et c'est pour cette raison que je l'ai choisi, de moralisme. Sa thèse, c'est que l'art est absolument subordonné à la morale. Subordonné à la morale. Alors, le texte commence par un examen critique de la définition habituelle de l'art, de la définition doxique de l'art. Il se pose la question, c'est dans le titre, hein, qu'est-ce que l'art ? La doxa répond,
c'est une activité qui produit la beauté. Bien. Et en effet, historiquement, c'est par le biais de la beauté que se sont constitués les beaux-arts, hein, la beauté étant la valeur qui justifiait la réunion de certaines activités dans ce sous-groupe qu'on appelle désormais les beaux-arts. Donc la beauté est un terme clé, c'est certain, et l'attaque de Tolstoï consiste dans un premier temps à manifester le caractère indéterminé de la beauté. Finalement, d'essayer de dire, mais c'est quoi au fond la beauté? L'art, c'est la beauté, mais la beauté, c'est quoi? Alors, il passe en revue de multiples définitions du beau qui sont proposées par les théoriciens, depuis Baumgarten, Sulzer, toute la tradition philosophique jusqu'à Taine, Véron, en passant par Hutcheson, Diderot. Et chaque fois, il en vient à cette conclusion que l'idée de beauté est finalement très confuse et controversée. Bien. Par conséquent, que la définition de l'art par la beauté repose sur un socle très fragile. En procédant ainsi, vous comprenez que Tolstoï affaiblit la valeur esthétique, qui est par excellence la valeur autour de laquelle s'est constituée l'idée moderne d'art. Alors, cette définition objectiviste de l'art par la beauté ayant révélé ses faiblesses, il essaie une tentative de définition subjectiviste. Alors, du genre, la beauté, c'est ce qui plaît sans exciter le désir. Mais bon, là encore, son but est de montrer que tout ça est extrêmement fragile, et puis surtout que si on fait du plaisir le concept clé de l'art, on va avoir quelque chose d'individuel, d'une part, de superficiel, de fugace, et que finalement, cette valeur-là, elle ne peut pas rivaliser avec quelque chose qui serait le bonheur collectif, durable, profond de l'humanité. Vous voyez, le plaisir, c'est individuel, c'est superficiel, c'est fragile. Si bien que là, on voit comment le combat des valeurs se fait à découvert, pourrait-on dire. C'est-à-dire que, d'un côté, des valeurs qui, je me fais le porte-parole de Tolstoï, qui structurent et qui rendent possible la vie dans la société des hommes, et dont la primauté s'impose par rapport à des valeurs plus individuelles et qui sont finalement, in fine, des facteurs de dissolution du social. À partir de là, on comprend que Tolstoï va à la fois, pourrait-on dire, dévaluer et ennoblir l'art. Alors, le dévaluer, pourquoi? Parce que ce qu'il nous dit, c'est que l'art n'est pas une activité suprême. L'art n'est pas la dernière des valeurs. Il y a, en quelque sorte, au-delà de l'art, des valeurs que l'art doit servir. Aux antipodes, donc, de l'idée d'autonomie et d'autotélie. L'autotélie, le but en soi, l'art n'est pas autotélique, son but est hors de lui. En ce sens, il dévalue l'art par rapport à une conception autotélique. Mais en un autre sens, il ennoblit l'art puisqu'il lui confère une mission tout à fait extraordinaire. Je cite, « C'est un moyen d'union entre les hommes indispensable pour la vie de l'humanité et pour son progrès dans la voie du bonheur. » Donc la position de Tolstoï consiste à affirmer que finalement, si on a une idée de l'art étroitement hédoniste, si on définit l'art par le plaisir, on le réduit à une activité somme toute frivole, superficielle, alors que si on affirme que l'art peut et doit jouer un rôle dans la vie des hommes, on défend une idée on confère à l'art une valeur morale beaucoup plus haute. C'est précisément ce que veut Tolstoï, c'est-à-dire
que l'art agisse par ses contenus, par ce qu'il représente, par ce qu'il met en scène, sur les affects, hein, parce que c'est ça le propre de l'art, c'est d'agir non pas sur la raison, mais d'agir par le sentiment, d'agir par les émotions. C'est ce qu'il expose. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour la question de la valeur de l'œuvre? Eh bien, des choses totalement inévitables, à savoir que la valeur de l'œuvre n'est pas fonction du talent de l'artiste, n'est pas fonction du génie, de l'habileté, hein, qui sont autant de valeurs poétiques, classiquement reconnues. Par là même, Tolstoï disqualifie la figure romantique de l'artiste, en même temps que la figure de l'artiste académicien. Ça s'accompagne d'ailleurs d'une critique de la professionnalisation de l'art. Je vais passer sur ce point. Donc une exténuation chez Tolstoï de la figure de l'artiste romantique, et une conséquence un peu inattendue, mais finalement logiquement implacable, à savoir une extension du concept d'art, puisque si l'art c'est ce qui favorise l'union et le progrès, l'union des hommes et le progrès moral de l'humanité, eh bien, l'art va désigner non seulement les œuvres des beaux-arts, mais aussi, je cite, les berceuses, les danses folkloriques, les offices religieux, des cérémonies publiques. Vous voyez, tout ce qui va dans ce sens va s'appeler art. La valeur de l'œuvre ne réside bien dans ses contenus, hein, beaucoup plus que dans ses valeurs formelles. Et ces contenus, ce qu'il appelle le contenu de l'œuvre, eh bien, c'est les valeurs morales dont elle est porteuse. Alors il admet, il reconnaît très explicitement que ces valeurs changent d'un peuple à l'autre, d'une époque à l'autre, mais ce qui toujours demeure, c'est l'existence de valeurs. Et c'est ce qui fait la valeur de l'art, que nous soyons dans un contexte chinois, bouddhiste, juif, etc. Voilà ce qu'il dit. À toute époque et dans toute société humaine, il y a un sens religieux de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Par exemple, les Grecs louaient la force, la beauté, la virilité, dédaignaient la sensualité grossière, la tristesse. L'art d'aujourd'hui n'est pas le même, mais ce qui demeure, c'est cette dépendance étroite de l'art et des valeurs morales, et c'est ce qui fait la grandeur de l'art, sauf lorsque, précisément, il oublie sa mission, cette haute mission humaine, et où il ne devient qu'un art superficiel, qui s'intéresse, il n'a pas de mots assez forts pour critiquer un art qui serait l'art de la fin du XVIIIe, vous voyez, un art qui s'intéresse aux sentiments des grands, la vanité, l'ambition, le mépris, qui s'occupe de galanterie, de sensualité, Watteau, tout ça. Bien. Tout ça, c'est de la perversion pour lui. L'art véritable, c'est au contraire celui qui s'adresse à tous, et pas seulement à une catégorie sociale, et celui qui touche universellement. En ce sens, vous comprendrez que un tableau comme l'Angélus de Millet est pour Tolstoï un modèle. Voilà une œuvre d'art vraiment valable. L'art inférieur, au contraire, c'est celui qui exprime le mécontentement, la déception, le mépris, bref, tout ce qui est contraire à l'amour. Et la pierre de touche qui permet de distinguer ce qu'il appelle l'art véritable de ses contrefaçons, eh bien, c'est en quelque sorte une épreuve de la contagion. Voilà ce qu'il écrit. Si un homme, sans aucun effort de sa part, reçoit en présence de l'œuvre d'un autre homme une émotion qui l'unit à cet homme et à d'autres encore, recevant en même temps que lui la même impression, c'est que l'œuvre, en présence de laquelle il se trouve, est une œuvre d'art. Vous voyez, la définition des sens est étroitement corrélée à cette valeur axiologique. On voit bien que c'est la capacité à faire naître des émotions morales, des émotions éthiques, des émotions qui relient, qui fait l'art.
Si bien que une œuvre admirée par le passé, admet-il, ne sera pas nécessairement admirée aujourd'hui, puisqu'il peut y avoir des évolutions de ces valeurs, hein, de la virilité, le courage, la cruauté, bon, que sais-je. Mais ce qu'il reste, en tout cas, c'est que l'œuvre réussie est toujours en phase avec les plus hautes conceptions éthiques de son temps. La valeur de l'art, c'est pour chaque époque celle de ce qu'il propage. Voilà. Ça veut dire, évidemment, la valeur de l'art, elle est fonction de son aptitude à remplir cette destination morale. Il est d'autant moins bon qu'il remplit moins bien cette mission, il est d'autant meilleur qu'il la remplit bien. Et c'est pour ça que la case de l'oncle Tom constitue pour Tolstoï, dans sa naïveté, eh bien, une très grande réussite artistique. Alors que l'œuvre baroque de Shakespeare est mauvaise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas qu'elle est éthiquement problématique. Non, il dit qu'elle est artistiquement mauvaise, puisque la valeur artistique, c'est la valeur morale. C'est en ce sens qu'on a affaire à un moralisme intégral et une position extrême sur le spectre des positions possibles. Alors, quelle critique peut-on faire à cette position de Tolstoï, que j'ai présentée jusqu'ici de façon volontairement neutre? Il me semble qu'elle présente un certain nombre de faiblesses. D'abord, elle est, à l'égard des contenus des œuvres, extrêmement limitative. Je veux dire par là qu'elle prescrit la mise en scène d'une gamme de sentiments très réduite. Il faut mettre en scène, dans un tableau, dans une pièce, dans un roman, peu importe, la fraternité, la pitié, l'amour, bien sûr, la piété. L'amour, mais pas n'importe quel amour, pas l'amour sensuel. Et voilà. Ce qui veut dire qu'elle est très restrictive du point de vue des contenus autorisés, en quelque sorte. Deuxième critique, elle est tout aussi restrictive à propos de la forme. Je veux dire par là que si la valeur morale d'une œuvre tient à sa capacité à s'adresser à tous, à toucher tout le monde pour produire, etc., il va de soi que les œuvres doivent être dépourvues d'une trop grande complexité, parce qu'une trop grande complexité signifie une pluralité d'interprétations possibles, signifie des ambiguïtés, et il y a chez Tolstoï une véritable injonction de simplicité. Il faut que ce soit simple pour qu'on comprenne. Il ne faut pas des sentiments tordus, il faut de la fraternité sans ambiguïté, des sentiments sans ombre. Autrement dit, cette injonction de simplicité peut confiner assez facilement, on le comprend, à une forme de simplisme. Et elle laisse peu de marge de manœuvre à l'artiste et peu de sujet à l'art. L'œuvre idéale, c'est une œuvre transparente pour Tolstoï. Une œuvre par l'intermédiaire de laquelle les spectateurs voient et répondent sympathiquement aux sentiments de l'artiste. Ce qui revient quand même à négliger l'importance du médium et de la spécificité médiumnique de chaque art en particulier. Troisième reproche, je crois que la thèse de Tolstoï est aussi psychologiquement simplificatrice. En quel sens? Eh bien, au sens où elle affirme que les bons sentiments font la bonne œuvre et que la bonne œuvre fait les spectateurs meilleurs. Alors, quand bien même on accorderait le premier point, que les bons sentiments font la bonne œuvre, eh bien, le second n'irait pas de soi parce que c'est un peu difficile de le dire en une phrase, mais nous savons, pour l'avoir expérimenté et pour l'avoir analysé, que l'intention de l'artiste à l'effectivité de l'effet produit, il y a un pas. Que la bonté de l'intention ne signifie pas immédiatement, ça dépend des tos du récepteur, etc., etc. Enfin, quatrième et dernier reproche, on ne peut pas si facilement exténuer l'idée de beauté.
Je vous avais dit comment il commence par évacuer la dimension esthétique pour pouvoir mettre en avant la dimension éthique. Mais c'est tout de même difficile de dévitaliser à ce point l'idée de beaux-arts. Cette annihilation ne va pas de soi. Même si la définition de la beauté est chose impossible, le mot n'est pas tout à fait un flatus vocis. Ne pas avoir une idée claire d'eux ne signifie pas ne pas avoir d'idée du tout. Donc c'est également un reproche qu'on peut faire. Bref, vous le voyez, le fonctionnalisme de Tolstoï, le fonctionnalisme, c'est-à-dire l'art a une fonction, et cette fonction est une fonction morale, et il tire sa valeur de sa capacité à remplir cette fonction, est extrêmement contraignant et repose sur une définition autoritaire de l'art qui exclut des œuvres indiscutablement reconnues. Par exemple, l'œuvre de Mallarmé, c'est une horreur pour Tolstoï, parce que c'est du formalisme, c'est de la sophistication inutile, ça passe à côté de l'essentiel. Et inversement, comme je vous l'ai dit, cette définition autoritaire de l'art inclut des productions qui sont pas reconnues comme faisant partie de l'art, de la culture si on veut, mais pas de l'art, comme les berceuses, les comptines, la messe, les cérémonies populaires, etc. Bref, Tolstoï tente de promouvoir un concept de l'art qui a une toute autre compréhension, c'est-à-dire une toute autre définition, et par conséquent une toute autre extension, c'est-à-dire qui s'applique à un nombre d'objets très différents de celui qui faisait sens pour les hommes de son temps et aussi pour nous. Bref, on voit qu'il y a une cohérence parfaite dans sa position, qu'il y a... si on accepte le postulat de départ selon lequel l'art ne se définit pas par la beauté, qui n'est rien, mais par la fonction morale, tout le reste en découle de manière parfaitement nécessaire. C'est cohérent. Mais si on refuse ce postulat, eh bien, c'est tout l'ensemble de l'édifice qui est affecté. Alors, le moralisme de Tolstoï me paraît, dans sa radicalité, intenable pour toutes ces raisons. Je vais donc venir à cet autre idéal type, à l'opposé du moralisme de Tolstoï, qui est ce que j'appellerais l'autonomisme radical d'Oscar Wilde. Alors, l'autonomisme radical par rapport au moralisme radical de Tolstoï, évidemment, ce n'est pas un argument qui s'oppose à un argument, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous voyez que se jouent des conceptions de l'art, se jouent des visions du monde qui s'affrontent massivement l'une à l'autre. Dans un cas, l'art est sous l'autorité de la morale et par conséquent, toute sa valeur, il la tient de cette valeur, de cette morale qui est au-dessus de lui. Dans l'autre cas, il est absolument indépendant de la morale et il a sa valeur propre. Alors, qu'en est-il de cette deuxième position incarnée de façon particulièrement nette chez Wilde ? Pour qu'elle se mette en place, pour qu'elle existe, pour qu'elle apparaisse dans l'histoire, puisque je répète quand même que l'art soit sous l'autorité de la morale, ça a été vrai jusqu'au XIXe siècle. Peut-être, c'est simplement le XIXe et le XXe qui ont été une parenthèse. Peut-être, ce sera ça une des conclusions. En tout cas, pour qu'on pense l'autonomie de l'art, il fallait un certain nombre de conditions historiques et épistémiques qui soient mises en place. Alors, je vais les rappeler très, très rapidement. La première, c'est que soit inventée la notion de beaux-arts. Les beaux-arts, vous savez, la notion apparaît simplement au XVIIIe siècle. Auparavant, vous avez une distinction entre les arts mécaniques, les arts libéraux. Certains arts sont plutôt du côté des arts mécaniques, d'autres du côté des arts... Mais vous n'avez pas cette catégorie unifiante de beaux-arts. Elle apparaît au XVIIIe siècle, à peu près partout au même moment en Europe. Et la catégorie de beaux-arts dit bien clairement les choses, c'est-à-dire un ensemble spécifique, absolument nouveau, et caractérisé par
le mot est dans la formule, la recherche de la beauté. Les beaux-arts, ce sont les arts qui ont le beau pour objet. Alors, ça ne signifie évidemment pas que la statuaire grecque était indifférente à la question de la beauté ou que l'art médiéval l'était. Ça signifiait simplement que au XVIIIe siècle, la beauté devient la valeur suréminente. Vous voyez, ce n'est pas une valeur parmi d'autres, c'est une valeur suréminente. Et on peut s'en convaincre lorsqu'on lit Lessing. Donc, le Laocoon de Lessing, c'est 1766. Et lorsqu'il écrit « Je voudrais qu'on appliquât le nom d'œuvre d'art qu'à celle où l'artiste a pu se montrer véritablement tel, c'est-à-dire où la beauté fut son seul et unique but. » Seul et unique but. Donc pas seulement son but, son unique but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'art n'a pas de valeur autre qu'esthétique. C'est le moment où, effectivement, on se met à affirmer que le propre de l'art, c'est la visée de la beauté. Alors, un exemple simple qui permet de comprendre ce passage et ce basculement. Vous savez, le groupe sculpté du Laocoon, découvert à la Renaissance en Italie, représente le prêtre Laocoon en train d'être étouffé par des serpents, entouré de ses fils. Donc il est en train d'étouffer. Et pourtant, le sculpteur l'a représenté la bouche fermée. Jusque-là, pour le dire de façon un peu schématique, on invoquait, pour justifier le fait qu'il ne crie pas, bien qu'il manque d'air, enfin qu'il ne fasse pas ce qu'on attendrait qu'il fasse, on invoquait une raison éthique, c'est-à-dire le courage et la fermeté d'âme. Il ne crie pas parce qu'il a fait sienne les valeurs stoïciennes. Or, précisément, ce que dit Lessing, c'est que si le sculpteur lui a fait la bouche fermée, c'est pour des raisons qui ne sont pas éthiques, mais pour des raisons esthétiques. Ce que dit exactement Lessing, c'est parce que en sculpture, la bouche ouverte, c'est un trou, et qu'un trou, c'est pas beau. Voyez ? Donc, c'est pas pour des raisons morales, c'est pour des raisons purement esthétiques que la représentation du Laocoon est telle. Autrement dit, la recherche de la beauté est la seule loi de l'art. Et effectivement, on va voir se développer dans les écrits d'artistes, dans les écrits des théoriciens de l'art, dans les écrits des philosophes, l'idée selon laquelle tout est affaire de beauté, ce qui signifie dans le sujet de plaisir esthétique, donc le plaisir pris au beau. Le plaire supplante absolument l'instruire. Vous savez, le credo, il faut, Horace, il faut plaire et instruire. Et bien là, c'est le plaire bien avant l'instruire. Vous pouvez voir ça, par exemple, dans le discours préliminaire à l'encyclopédie de d'Alembert, où il est dit que les beaux-arts sont ceux qui ont l'agrément pour objet. L'agrément, le plaisir, la beauté, c'est le versant objectif de la chose, le plaisir, c'est le versant subjectif de la chose. Bien, alors, cette finalité, je schématise pour aller vite, bien entendu, pendant assez longtemps, cette primauté de la beauté ne signifie pas l'exclusivité de la beauté. On pourrait montrer comment chez Diderot, il y a encore beaucoup d'hésitation entre les deux. Mais à un certain moment de l'histoire, en gros au début du 19e siècle, la finalité éthique est, en tout cas par certains, radicalement exclue de l'art. Radicalement. Il faut ici citer le cours de 1818 de Victor Cousin à la Sorbonne, qui contient la fameuse formule, je cite, « Il faut de l'art pour l'art ». Le beau ne peut être la voie ni de l'utile, ni du bien, ni du saint. Il ne conduit qu'à lui-même. Et Théophile Gautier soutient
que l'écrivain fait des poésies et des romans qui ne mènent pas à rien, hein, et qu'il peut, et même qu'il doit, en présence des plus grands intérêts de l'humanité, eh bien, ne s'occuper que de formes, de styles, de rimes. C'est ça, l'art. Voilà ce que dit Gautier. Vous voyez, on est dans une position absolument antithétique. La formule est connue. Hein, alors, vous savez, c'est la préface à Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gautier, qui constitue, en quelque sorte, le manifeste de l'art pour l'art, ce fameux texte auquel on se réfère toujours. Et vous trouvez une formule comme celle-là. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Hein, ce qui ne peut servir à rien. À rien, ni sur le plan pratique, ni sur le plan moral qui, ici, nous intéresse. Et inversement, l'idée que le poète qui poursuit un but moral diminue sa force poétique. Comme si l'oubli de la valeur exclusive ou l'essai de conciliation de la valeur esthétique avec la valeur éthique signifiait forcément une dégradation de la valeur de l'artiste. Alors, c'est ainsi que Croce, en Italie, affirme que l'art se situe au-delà de la morale, dans son bréviaire d'esthétique, on est en 1912, ou bien Wilde, bien sûr, le plus net sur ce point. Je cite un passage d'un article qui s'appelle « Le critique comme artiste », où il dit « La première condition de la création est que le critique soit capable de reconnaître que la sphère de l'art et celle de la morale sont absolument distinctes et séparées. » Fin de citation. Donc nous voyons bien que à un moment de l'histoire, la finalité esthétique et éthique de l'art est devenue extrêmement polémique. On ne pouvait plus tenir les deux. Et le choix de Wilde, eh bien, c'est de choisir l'esthétique contre l'éthique. Alors, on pourrait analyser ça de façon un peu plus précise en montrant que cette forme de radicalisation, hein, c'est pour ça qu'on parle d'esthétisme, cette radicalisation est une réaction à une autre forme de radicalisation, celle des tenants de l'art social, de l'art moralisateur bourgeois. Hein, on pourrait ici penser à George Sand, par exemple, qui avait un projet social. Hein, le roman doit servir un projet social, donc éthique au sens large. Que cette radicalisation de la position d'autonomie est également une réponse à l'accusation d'immoralité qui avait été portée à l'encontre de plusieurs œuvres littéraires. Hein. L'histoire de la préface à Mademoiselle de Maupin, il faut se rappeler que c'est une réponse à une censure théâtrale. Hein. C'est une réponse. Hein. Et ce texte fondateur, encore une fois, qui est la préface à Mademoiselle de Maupin, c'est à la fois c'est une double réaction, hein, une double réaction à la présence de la morale dans les choses de l'art. D'une part, c'est un refus du fonctionnalisme, c'est-à-dire le refus de faire servir l'art à des buts moraux, et d'autre part, c'est une protestation contre la censure, c'est-à-dire une protestation contre l'immiscion de la valeur éthique dans l'évaluation de la valeur artistique. C'est deux choses différentes, mais qui évidemment ici se rencontrent. Donc, Wilde, comme ici Gautier, disent quoi? Disent que l'artiste n'a pas à moraliser et que l'œuvre n'a pas à être jugée au nom de valeurs morales. Tel est le sens de leur position. Alors, j'en viens à ma conclusion. La critique éthique de l'art est-elle légitime? Puisque ce détour historique et conceptuel était destiné à nous permettre d'instruire cette question. Est-ce qu'il est approprié de considérer et de juger les œuvres d'un point de vue moral?
est-ce qu'il est justifié d'adresser, par exemple, à certaines œuvres des reproches? Alors ces reproches, ça peut être faire advenir le mal, hein, produire des effets moraux délétères, ou bien, c'est une accusation intéressante qui consiste à dire l'art est moralement condamnable lorsqu'il nous fait adopter une attitude détachée à propos de réalités vis-à-vis desquelles on ne doit pas avoir une attitude détachée. Vous voyez, c'est un autre chef d'accusation, hein, qui consiste à dire vous nous faites ou vous essayez de nous faire adopter une distance esthétique qui est déplacée. Voilà. Donc c'est les chefs d'accusation. Voilà. Alors la réponse à cette question de la légitimité de la critique éthique présuppose sans doute une réponse à une autre question qui est celle des pouvoirs effectifs de l'art en matière de moralisation ou au contraire en matière positivement et négativement. C'est-à-dire est-ce que l'art a effectivement des effets moraux délétères qu'on lui reproche ou est-ce qu'il peut avoir les effets moraux positifs que certains voudraient qu'il ait. Alors, c'est une question très vaste que je ne peux pas du tout aborder ici. Je dis simplement quelques conclusions à son propos. L'efficace éthique de l'art, positive ou négative, est rendue aléatoire par ce que j'appelle l'éthos du sujet récepteur. C'est-à-dire on ne sait jamais très bien ce que ça va donner que de faire lire Sade à quelqu'un. Ça peut le dégoûter à jamais, ça peut... Bon. L'éthos du sujet récepteur est tellement surdéterminé que l'effet est toujours très difficile à prévoir. Ça veut dire que la conclusion serait que les pouvoirs de l'art ne sont pas négligeables, mais ils sont sans doute moins grands que ceux que les théoriciens de la moralisation par l'art voudraient qu'ils soient, par exemple Tolstoï. De ce que les œuvres prescrivent des réponses émotionnelles ou comportementales, il ne s'ensuit pas que ces réponses aient effectivement lieu. C'est ça l'idée que je voudrais défendre. Et les mêmes analyses devraient être faites évidemment à propos des effets moralement dommageables. L'art transgressif, si on se demande est-ce que l'art peut nous rendre meilleurs, c'est la même question à l'envers, est-ce que l'art peut nous rendre pire? Et la réponse dans les deux est également prudente, je crois. Il n'y a pas d'innocuité a priori de l'art, mais il n'y a pas d'effet, nécessaire a priori non plus. Ces effets sont ni assurés, ni totalement prévisibles. Ils sont aléatoires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Voilà. Ça serait une forme de réponse très, très nuancée. Alors évidemment, si l'art peut avoir des effets moraux, bons ou mauvais, la critique éthique a un sens. S'il ne peut pas avoir d'effets moraux, ni dans un sens ni dans l'autre, évidemment, toute légitimité à la critique éthique disparaît. Alors c'est précisément ce que nie l'autonomisme lorsqu'il soutient que le jugement moral n'a pas d'application dans l'art. Par exemple, Croce, qui dit l'art n'a aucun pouvoir sur l'éthos. Mais je crois que l'autonomisme a tort sur ce point. Il a voulu ôter à l'art toute finalité morale. Mais qu'est-ce que c'est que la finalité sinon la destination des effets? C'est la définition de la finalité. Et refuser la destination des effets, ce n'est pas supprimer les effets. Je pense que les effets demeurent malgré qu'ils en aient. Bon, donc les pouvoirs des images, les pouvoirs des mots sont moins importants et surtout moins contrôlables que le voudrait le moralisme de Tolstoï, mais ils sont plus efficaces et plus indomptables que le prétendent l'autonomisme de Wilde. Vous voyez, ma position, ça serait celle-là. Une autre manière de le dire, c'est d'affirmer que dans l'art, les effets des mots et des images ne sont pas
extraordinaires, mais ils ne sont pas non plus inexistants ou insignifiants. L'autonomisme a tort de soutenir, c'est la fameuse formule de Gide, que l'art ne porte pas à conséquence, selon son... Alors, face à la montée en puissance des moralismes du 19e, dont j'ai un tout petit peu parlé, l'autonomisme incarné par Wilde a été une réaction certainement bienvenue. Mais ça a été une réaction assez confuse, finalement. Puisque ce n'est pas parce que la littérature moralisante, la peinture didactique, le théâtre de propagande ne valent pas grand-chose d'un point de vue artistique, que d'autres œuvres esthétiquement bonnes ne peuvent pas avoir de dimension éthique. Par exemple, si vous regardez, je ne sais pas moi, Échille, Dante, Dostoïevski, vous avez là des œuvres qui ont une teneur éthique qui ne les handicape absolument pas, au contraire. La confusion de l'autonomisme, c'est d'avoir rejeté en bloc le lien de l'art et de la morale, et par conséquent la question de savoir si l'art peut faire l'objet d'une critique éthique. Son erreur, c'est d'avoir conclu de ce que l'art ne peut être réduit à propager une morale, à cette autre idée selon laquelle il n'y a pas de relation du tout entre art et moralité. Et ce défaut de l'autonomisme, il est symétriquement inverse de celui du moralisme, puisque le moralisme assimile toucher à l'éthique à n'avoir pas d'autre fin que l'éthique. C'était la position de Tolstoï. Alors, j'espère avoir montré qu'en ce sens, la critique éthique a un sens. Elle n'aurait pas de sens si l'art n'avait pas d'effets moraux, ou ne pouvait pas en avoir. Donc elle a un sens. Mais dire qu'elle a un sens, ça ne signifie pas encore qu'elle est légitime. L'autonomisme, en même temps qu'il défend d'assigner à l'art une fonction, récuse la critique éthique et refuse à la fois que l'art se mêle de morale et que la morale se mêle de l'art. Or, ce qui pourrait justifier le rejet du jugement éthique en matière d'art, ce n'est pas, comme je viens de le dire, l'innocuité de l'art. Ça ne peut être que l'affirmation de la souveraineté et de l'extraterritorialité de l'art, dont je parlais au début. Et c'est elle qui a conduit à soutenir que, quand bien même l'œuvre aurait de tels effets secondaires, ceux-ci ne devraient pas être pris en considération. Et c'est l'esthétisme de Wilde ou de Gautier, ou de Walter Pater, si vous voulez, qui déclare qu'en cas de conflit entre deux registres de valeurs, eh bien, celui de l'art doit l'emporter. Voilà, on a deux positions radicalement antithétiques. C'est donc finalement, en dernière analyse, cette idée d'extraterritorialité de l'art qui est le dernier rempart opposé à la critique éthique. Et ce dernier rempart, eh bien, finalement, il apparaît comme une idée historiquement située, comme une affirmation plus injonctive que descriptive. Mais surtout, et c'est par là que je vais terminer, il me semble que l'idée d'extraterritorialité de l'art, qui est, j'espère l'avoir montré, le soutien le plus efficace de l'autonomisme, eh bien, cette idée d'extraterritorialité de l'art se heurte au processus de dédéfinition qui caractérise l'art contemporain. Je veux dire par là que pour que l'extraterritorialité ait un sens, il faut que l'idée de territoire conserve une pertinence. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. Les territoires de l'art sont devenus flous, les frontières de l'art sont devenues indécidables, et les cadres mentaux qui permettent la catégorisation des produits de l'art ont été largement mis à mal, notamment par les progrès de ce que Adorno appellerait l'industrie culturelle. Donc l'extraterritorialité ne me paraît pas constituer une raison théorique suffisante pour interdire la critique éthique de l'art. C'était là, finalement, que je voulais en venir. Donc si on refuse... la conclusion de la conclusion, ce serait que la dimension éthique, lorsqu'elle existe, n'est pas toute l'œuvre, mais comme la dimension éthique, lorsqu'elle existe, n'est pas toute l'œuvre, eh bien la critique ne saurait être exclusivement éthique. Mais dans les limites précises que lui assigne son objet, il y a dans l'art une place
légitime, me semble-t-il, pour le jugement moral. Je vous remercie. Merci beaucoup, Carole. Donc, je ne doute pas que vous ayez plein de questions. Moi, je n'ai pas forcément tout digéré, mais j'ai néanmoins, je n'ai pas tout digéré encore, j'aurais besoin de plus de temps, mais néanmoins, pour ouvrir le débat, il y a deux choses qui, enfin, entre autres, deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir par rapport à ce que tu as dit. La première chose, c'est quand tu as présenté les relations de l'art et de la morale, tu as fait un glissement assez rapide de morale à émotion. Donc j'aimerais que tu reviennes là-dessus, d'autant plus que parmi les auditeurs, nous avons des spécialistes des émotions. Comment est-ce que tu vois ce glissement Est-ce que c'est effectivement l'art produit des émotions communes à toutes les personnes qui sont en lien avec la moralité? Or, les émotions sont aussi liées à notre expérience, etc. Et c'est ce que tu as dit après, en disant que c'est produit différemment selon les personnes. Mais j'aimerais que tu développes un peu plus là-dessus, parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. Et puis je pense qu'il y a des personnes qui rebondiront aussi sur les émotions, parce que je sais que tu travailles beaucoup aussi là-dessus. Et la deuxième chose, j'ai tout à fait suivi donc, tes deux parallèles historiques, et ensuite quand tu viens à l'autonomie de l'art. Mais néanmoins, il y a une chose qui me manque, alors peut-être parce que justement je le prends dans notre point de vue, c'est qu'aujourd'hui sur l'art contemporain, il y a certes l'autonomie de l'art, mais il y a l'originalité et la démarche de l'artiste qui importe tout autant que l'œuvre qui est produite. Et donc, dans les effets qui sont produits et qui peuvent conduire à des réactions éthiques, enfin des jugements moraux, il peut y avoir justement des émotions, des intentions de l'artiste de produire des œuvres qui, justement, moralement, sont répréhensibles, mais parce qu'il y a une critique par rapport à la société, etc. Donc aujourd'hui, comment se positionne, enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'art, effectivement, il n'est plus dans le beau, qui a plus de sens, la nature, etc. Il n'est plus vers des valeurs morales non plus, mais il y a cette intention de l'artiste, ce discours de l'artiste, cette critique par rapport à la société qui peut produire des œuvres qui moralement sont répréhensibles, etc. Par exemple, si je reprends le plug anal, l'exemple de McCarthy, très clairement, cette œuvre n'a aucun intérêt formel, mais ce qu'il veut dire par derrière, c'est ça qui est une critique de la société ou de certaines choses par rapport à la... Voilà. Donc, non, je dis plug anal, c'était le... Non, c'est une œuvre qui a fait scandale, en fait, qui était exposée sur la place, c'est la place Vendôme, ça s'appelait Tree. Donc c'était l'arbre, c'était un arbre de Noël gonflé énorme qui avait très sommaire. Et en fait, c'était, il y a une association qui a dénoncé en disant que c'était un objet sexuel, donc c'était un plug anal et que ça allait choquer la sensibilité de tout le monde. Mais tout le monde a appris ce qu'était, enfin beaucoup de personnes ont appris ce qu'était un plug anal à ce moment-là. Mais je pense que beaucoup d'enfants seraient passés à côté sans se rendre compte que c'était ça. Mais tout le monde est resté sur ces éléments formels et dans la démarche de McCarthy, il y a bien autre chose. Bon, l'œuvre n'avait pas d'intérêt en soi, de toute façon, c'est vrai là. Mais tout le monde est resté sur cet élément-là. Bon, voilà, mes deux questions. D'accord. Alors, concernant la première à propos des émotions, éthique et émotions, etc., ce que je veux dire, c'est que la question, c'est finalement comment est-ce qu'on devient moral ? Il y a plusieurs façons d'envisager la chose. On peut considérer qu'on est du verbe naître moral parce qu'on a des semences de vertu en soi et qu'il faut qu'elles se développent indépendamment de tout. Soit on pense que, et tout ça est compatible d'ailleurs, soit on pense qu'il faut des formes d'apprentissage qu'on devient moral. Alors ces apprentissages peuvent prendre la forme de l'éducation au bien et au mal, à l'interdit, à la bonne conduite, dans l'éducation, dans ce que ça a de plus ordinaire. Ça peut prendre la forme d'une réflexion. Je vais lire Kant pour savoir ce que c'est que se bien conduire, ou Moore, ou Aristote.
Mais alors, l'art, lorsque l'art se mêle de moralité, lorsque l'art prétend jouer un rôle dans cette moralisation des individus, il ne le fait pas en termes de démonstrativité discursive. Hein, c'est-à-dire, il ne va pas dire, comme un raisonnement philosophique, utilitariste, il faut bien se conduire parce que le but, la conséquence, si vous ne faites pas, vous allez peser le pour et le contre. L'art n'a pas cette possibilité là. Donc, généralement, la moralité par l'art, ça prend toujours la forme du détour par les affects. Pas par le logos, mais par les affects. Hein. Alors, c'est ce que... ça peut jouer, par exemple, sur le thème de l'empathie. Hein. C'est ce que dit Martha Nussbaum aujourd'hui. Elle va dire lire Tom Sawyer, ça nous rend moral parce que par empathie, nous nous mettons à la place d'un enfant et nous savons ce que c'est qu'être autre, etc. Donc, tu vois, c'est un détour. L'empathie est une forme de... et puis, toute la grande peinture classique, académique, voulait effectivement produire des sentiments chez le spectateur. Hein. Par exemple... donner une idée de la grandeur d'âme en représentant Socrate mourant, hein, ou bien développer des idées de vertu et de courage en représentant, pensez à David, hein, pensez au peintre David. Il peint la mort de Bara, hein, cet enfant tué sur les barricades. Eh bien, pourquoi il l'a peint? Il l'a peint pour produire chez le spectateur une émotion qui est une forme d'admiration, voilà, et qui a une destination politico-morale, disons, mais qui passe par les affects. Donc c'était en ce sens que je parlais d'affect. Pour ce qui est de la deuxième question, elle aborde un point important qui est celui de l'intention. Alors, et c'est un problème énorme que de savoir si l'intention suffit. Bon, évidemment, non. On peut avoir de très bonnes intentions et faire une œuvre qui ne remplit pas ce type d'effet. Hein. On peut avoir de charmantes intentions morales qui produisent au contraire un effet de saturation, c'est du catéchisme, okay, qui produisent l'effet inverse. Donc l'intention ne suffit pas, dans aucun sens l'intention ne suffit. Maintenant, je dirais que parce que tu l'as dit de façon un petit peu incidente, tu as parlé d'art transgressif. Moi, je trouve qu'actuellement, c'est tout à fait notable de voir que l'art est beaucoup moins transgressif qu'il n'était. Non, je trouve au contraire qu'il est très, très, très moral. Ouais, c'est vrai. Il est très moral. Hein. Alors, moral au sens large, hein, mais si vous regardez la Biennale de Venise l'an dernier, c'était l'écologie, sauver la planète, vivre ensemble. Kader Attia, c'est la migration. La Biennale de Dakar, c'était après le colonialisme. Le Festival d'Avignon 2018, c'est sous le signe du transgenre. Vous voyez, moi je trouve au contraire que l'art est extrêmement éthique. Hein. Il n'est pas du tout transgressif actuellement. On n'est plus aux performances de Nietzsche et des actionnistes viennois. Hein. On est passé à autre chose. C'est très, très, très notable. Donc, mais la question de l'intention et de l'efficacité de l'œuvre reste posée dans tous les cas. Hein. Est-ce que faire venir, je ne sais plus le nom de l'artiste qui a fait ça à la Biennale de Venise l'an dernier, faire venir des Indiens d'Amazonie pour faire une danse thaumaturgique pour sauver la planète, est-ce que vous pensez vraiment que ça va sauver la planète? Je ne sais pas. Hein. Et est-ce que vous me direz, c'est pas fait pour la sauver directement, c'est fait pour dénoncer, machin, mais tu vois, l'intention n'a jamais fait l'efficace. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voudrais revenir sur l'exemple que vous avez cité au début de votre intervention, l'article d'une journaliste qui parlait de Woody Allen.
et qui en fait refuse donc de voir ses œuvres pour ce qu'a fait le réalisateur. Mais du coup, c'est plus l'œuvre qui est condamnable, c'est ce qu'a fait l'artiste lui-même. Et donc, elle lirait son œuvre et ses nouvelles productions au prisme de ce qu'a fait l'homme. Donc, il y a ce problème de l'indistinction entre l'œuvre et l'homme. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce distinguo. C'est effectivement une question très classique qui ressort à l'occasion de cette affaire, mais c'est en effet la question de savoir, dans le cas où l'œuvre en tant que telle ne présente aucun caractère moralement transgressif ou quoi que ce soit, qu'elle est par exemple parfaitement formelle, est-ce que la valeur de l'œuvre elle-même est dépendante de la valeur de celui qui l'a produit, hein? Ça, c'est une question qui connaît beaucoup qui peut se décliner de diverses manières. Par exemple, on s'est demandé, certains se demandent si la valeur des cathédrales ou des pyramides n'est pas négativement affectée par le fait que beaucoup de gens sont morts pour les réaliser, parce qu'ils sont tombés des échafaudages ou parce qu'ils sont morts d'épuisement. Ou bien est-ce que les films de cow-boys qui ont signifié la mort de beaucoup de chevaux, est-ce que la valeur de la chose est affectée par là? Alors, en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on puisse confondre l'un et l'autre. Enfin, l'immoralité de l'auteur ne se transmet pas nécessairement à son œuvre. Elle peut le faire dans bien des cas, mais absolument pas. On peut avoir des auteurs immoraux qui font des œuvres parfaitement, purement formelles, sans aucune dimension. Donc je pense qu'il ne faut quand même pas confondre la condamnation de la personne, qui doit être condamnée évidemment s'il y a avec la condamnation de l'œuvre qu'a fait la personne. Vous voyez ? Je suis complètement d'accord avec toi. Mais après, d'un point de vue économique et juridique, dans le fonctionnement du marché, justement, ce qu'on met en place, c'est dans le droit d'auteur, c'est l'originalité de la démarche de l'artiste et la personnification de l'œuvre. Et quand tu regardes sur le plan marchand, sur le marché de l'art, l'auteur, il faut qu'il y ait l'empreinte, on assimile l'un à l'autre, et il y a une très grande valeur, justement, qui est apportée à ça. Et donc, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un glissement, c'est-à-dire que du fait de la suprématie peut-être des valeurs marchandes, etc., il y a ce glissement qui se fait, et on tend à voir dans l'œuvre l'artiste. Et juridiquement, le droit d'auteur, dans le droit français qui est différent du droit anglo-saxon, dans le droit anglo-saxon, on l'explique, droit patrimonial, pour des raisons purement économiques, mais en France, il y a la personnification de l'œuvre. Donc ça doit jouer aussi, peut-être ? Oui, bien sûr, parce que il y a quelque chose depuis que les œuvres ne sont plus anonymes, parce que là aussi, l'anonymat de l'œuvre, ça nous paraît des choses étranges, mais finalement, il faut attendre la Renaissance pour que les œuvres aient une signature, donc est un auteur connu. Depuis que la fonction auteur a pris une importance tout à fait extravagante, ça c'est lié à la figure moderne de l'artiste, elle est accompagnée de cette idée qu'il y a comme ce que Nathalie Hennig appelle des objets personnes, c'est-à-dire il y a dans l'objet quelque chose de l'auteur qui se serait déposé et qui par conséquent contribuerait, voilà, l'authenticité, effectivement, c'est tout à fait le mot ici qui convient, qui explique sans doute ce glissement que tu soulignes, c'est-à-dire le fait que même si pour des raisons intellectuelles on ne peut pas confondre l'un et l'autre, de fait l'ombre de l'auteur se projette pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Je crois qu'il y avait une question. Merci. Deux questions en fait. La première, moi je suis néophyte, j'ai pas fait d'études en philosophie, et je voulais savoir s'il y avait une distinction, si vous faisiez une distinction entre éthique et morale.
Parce que, bon, généralement, le terme moral a une connotation des fois un peu négative, coercitive, et l'éthique a plus quelque chose, je sais pas, des valeurs d'émancipation. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et la deuxième question, vous avez parlé des pouvoirs effectifs de l'art, savoir si l'art il a des effets moraux positifs ou négatifs sur les récepteurs, sur les sujets récepteurs. Comment on mesure ça en fait? Comment on mesure l'impact de l'art sur les individus? Est-ce qu'il y a des études notamment sociologiques qui ont traité de ces questions-là? Et voilà, comment ça se met en place? Comment c'est possible je sais pas, de définir des critères ou d'évaluation? Merci. Alors la première question est plus simple que la seconde. La première, effectivement, le mot moral et le mot éthique, c'est le même mot avec deux. Enfin, c'est le même mot, l'un venant du grec, ethos, l'autre venant du latin. Hein. Donc normalement, ça signifie la même chose. Mais comme toujours dans la langue, quand vous avez deux mots qui sont de parfaits synonymes, ils cessent très vite d'être de parfaits synonymes parce qu'ils ont sinon une signification, du moins des connotations qui les distinguent. Et vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que la morale a, pour le dire vite, pendant la modernité, eu assez mauvaise presse, liée à l'idée de contrainte, de moraline, comme aurait dit Nietzsche, alors que l'éthique est parée d'un certain nombre de vertus. Et c'est très intéressant, d'un point de vue lexicographique, de voir effectivement cette différence de valorisation des deux mots qui pourtant, encore une fois, sont au fond la même chose. Alors, si on creuse un peu, l'éthique, comme la vertu, s'occupe de valeurs relatives au bien et au mal. Hein, point. Mais il y a une forme de... il est plus facile de parler d'éthique que de parler de morale. Enfin, de parler, je veux dire, d'utiliser le mot éthique que d'utiliser le mot moral. Il est mieux porté. Mais au fond, c'est la même chose. Parce que, oui, si vous regardez les gens qui vont vous parler d'éthique, par exemple, si vous parlez d'éthique médicale, ils vont parler de questions qui sont des questions dont s'occupait la morale. Hein. Donc c'est un peu l'habillage qui est différent. Alors ça, c'est la vie des idées. Comment se fait-il qu'à un moment de l'histoire, un terme ait été trop négativement connoté pour qu'on continue à l'employer, et son remplacement, qui signifie peut-être la persistance de sa nécessité, mais son remplacement par un autre mot. Voilà. Voilà. C'est une forme d'euphémisation, je ne sais pas comment le dire, mais philosophiquement, on aurait beaucoup de mal à le distinguer. Maintenant, il y a une autre distinction qu'on peut faire qui me paraît plus intéressante, c'est celle non pas entre éthique et morale, mais la question de savoir si la morale, c'est simplement l'ensemble des mœurs, c'est-à-dire finalement une morale historiquement, géographiquement, culturellement, voire sociologiquement définie. Et s'il n'y a que ça, ou si, vous savez, c'est la phrase de Pascal, la vraie morale se moque de la morale. Donc, est-ce qu'il y a sous ces choses très changeantes qui fait que, comme le dit Pascal, à chaque époque, il y a eu des époques où le meurtre des parents était une bonne chose, il y a eu des époques où le meurtre des enfants était autorisé, il y a eu des époques où on pouvait... voilà. Donc c'est vrai que les valeurs, ce qu'on met sous le mot de bien et de mal, varient, c'est sûr. Mais est-ce que tout en reste à ce niveau historico-sociologico-culturel, ou est-ce que fondamentalement il y a des valeurs il y a quelque chose comme une vraie morale dessous qui serait liée effectivement à... Là, c'est des positions philosophiques qui seraient autour de l'idée de vertu, autour de l'idée de devoir inconditionnel. Donc, voilà, c'est une autre distinction que j'en profite pour la faire, mais elle était un peu extérieure à votre question. Et votre deuxième question, c'était... Ah oui, la mesure de la réception. Alors ça, là, vous touchez du doigt une question très difficile.
parce que c'est très peu quantifiable. Alors, une réponse quand même. J'ai des collègues en psychologie qui mesurent l'impact, alors pas seulement émotionnel, mais comportemental, de l'exposition aux jeux vidéo ultra-violents. Voyez ? Donc ça, il y a une mesure possible, il y a une quantification possible. Ça se fait dans des laboratoires de psychologie expérimentale. Il y a une énorme littérature là-dessus. Là, je pense notamment à un collègue de l'université de Grenoble qui travaille là-dessus. Donc sur ces objets qui peuvent être bien délimités, vous voyez, le jeu vidéo ultra-violent, qui peuvent donner lieu à des expériences en laboratoire. On peut prendre des gens, leur faire voir comment ils se comportent après, quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils disent en réponse à... Enfin, c'est très convaincant. Les résultats sont très convaincants. Mais c'est pas du tout la même chose. On peut pas faire la même chose sur l'exposition globale à, je sais pas moi, à la peinture on peut pas soumettre ça à expérience. Donc on peut pas quantifier. Et on en est réduit à la fois des intuitions, mais jamais des preuves. Il y a des arguments, mais il n'y a jamais de preuves définitives. Vous voyez ? La question de savoir si Werther, le Werther de Goethe, vous savez, ça a été suivi d'une vague de suicides terrible. Tout le monde se suicidait. C'était la dernière mode, c'était se suicider. Bon, donc oui, bien sûr, on ne peut pas dire que le Werther de Goethe n'ait pas eu une incidence. Ce serait vraiment un hasard extravagant que précisément toute cette vague ait correspondu à ce moment-là. Mais quelle est la nature de l'influence ? Est-ce que c'est un phénomène, est-ce que c'est vraiment une détermination ? C'est ce que je voulais dire quand je parlais de la difficulté de l'éthos, vous voyez, de la réception de ces... Voilà. C'est une réponse un peu embarrassée. Il nous reste le temps à peine de prendre une question ou une autre, mais si elle est très brève, parce que nous devons après quitter les lieux. Je crois que Merci. Je voudrais vous poser une question, comme vous nous a montré deux tendances. Deux tendances de penser la relation entre l'esthétique, enfin la beauté et l'esthétique et l'éthique. Il y a le moralisme et aussi autonomisme radical. Et vous avez évoqué aussi que jusqu'à maintenant, dans les œuvres d'art, dans l'art, on voit, comment dire, c'est la position ultime de l'éthique qui est toujours visible, qui est toujours très présent. Mais je me suis posé la question, est-ce que, en fait, comme il y a des œuvres depuis le XXe siècle, comme par exemple le photographe homosexuel américain David, dont le nom j'arrive jamais à bien prononcer, mais il a fait une série notamment de Arthur Rimbaud à New York, en montrant les personnages dans leur vie quotidienne à New York, mais en portant le masque de Rimbaud. Et aussi comme le photographe Robert Mapplethorpe. Donc, ils ont fait des œuvres qui ont été controversales à l'époque. Et puis, ça a été justement de changer nos perceptions, nos sentiments vers des problèmes éthiques ou moraux fondamentaux. Donc, qui a été à changer à leur tour les règles moraux qu'on a préétablies. Et je pense que aujourd'hui, c'est peut-être la tendance ou un phénomène qu'on voit de plus en plus importante ou présente. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce rôle de l'art qui nous pose, qui nous sensibilise aux problèmes éthiques pour ensuite pousser les règles moraux? Oui, bien sûr. Alors, il y a deux réponses, c'est-à-dire, on peut considérer que ces œuvres auxquelles vous avez fait référence, qui mettent
qui mettent en scène, par exemple, l'homosexualité, vont contribuer à l'acclimater, en quelque sorte, à la rendre d'abord visible, et en ce sens, ça va jouer un rôle. La question rejoint la question précédente, c'est-à-dire quelle est la part de l'œuvre d'art dans cette affaire, parce qu'il est évident que c'est porté par un mouvement social beaucoup plus large, dont l'art est peut-être un écho, hein, mais est-ce que l'art à lui seul pourrait faire? Je pense pas. Est-ce qu'il participe d'une forme de... Certainement, mais pas seulement l'art. Hein. Si vous prenez de l'industrie culturelle, des séries télé très simples, qui ne peuvent pas se prétendre artistiques, et qui véhiculent un discours de tolérance autour de l'homosexualité, etc., je pense qu'elles auront beaucoup plus d'effet. Vous voyez, parce qu'elles sont vues par plus de gens, etc. C'est pas j'accorde pas une importance démesurée à l'artisticité pour les changements éthiques qui s'opèrent dans la société. Je pense qu'à la fois les œuvres en sont le reflet et que effectivement, elles l'accompagnent et elles le fortifient. Est-ce qu'elles sont à elles seules responsables de ces changements? Je ne pense pas. En revanche, que des discours le disent, mais là on revient sur la question de l'intention, c'est vrai. Mais est-ce que ces discours doivent être pris comme un discours incontestable? Peut-être pas. Je suis plus nuancée. C'est toujours cette question de l'efficace, si vous voulez. Je pense que l'efficace n'est ni aussi grande que certains le prétendent, ni insignifiante. Voilà. Mais comment la mesurer? On revient sur la question de tout à l'heure. Je crois qu'il reste quelques questions en suspens. Merci infiniment. Merci.